Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la crise asiatique et plus précisément à la crise qui est survenue en Thaïlande puis dans les autres pays d'Asie du Sud-Est en 1997. Dans les années 60, c'est d'abord l'agriculture qui a permis à la Thaïlande de se développer. Mais son rêve, petit à petit, était de rejoindre les 4 dragons que sont la Corée du Sud, Singapour, Taïwan et Hong Kong, c'est-à-dire des nouveaux pays industrialisés. La Thaïlande a donc choisi une stratégie visant l'industrialisation, lui permettant de devenir l'un des plus importants pays en voie de développement. Comme vous pouvez le constater sur le tableau représentant la répartition du PIB en pourcentage, il y a une évolution négative de la part de l'agriculture entre 1965 et 1985, alors que l'industrie, et notamment les produits manufacturiers, augmentent. Si nous nous intéressons maintenant à la répartition des exportations en pourcentage, nous pouvons voir que les produits primaires ont diminué largement, ont été divisés par 2, même davantage, alors que les produits agricoles transformés ont légèrement augmenté, et les produits manufacturiers entre 1965 et 1985 ont en revanche beaucoup plus augmenté, passant de 5% à 37%, passant bien d'une économie agricole à une économie qui cherche à se développer grâce à l'industrie. Comme vous pouvez le constater, la Thaïlande ne va pas devenir un nouveau dragon, mais prendra une nouvelle appellation, c'est-à-dire un tigre asiatique, c'est-à-dire un pays qui prétend entrer ou qui devient un nouveau pays industrialisé. Au niveau du développement économique, nous pouvons dire que la Thaïlande s'est développée à partir de la théorie du vol d'oies sauvages. Celle-ci a été développée par l'économiste Akamatsu en 1937, puis complétée par l'économiste Shinohara en 1982. D'après les auteurs que je viens de citer, c'est avec ce modèle que le Japon a pu se développer. Ce modèle décrit l'engagement d'un pays dans le processus d'industrialisation et son insertion dans les échanges internationaux. Dans un premier temps, le pays va s'engager dans un processus d'industrialisation sur un produit à faible technicité qu'il importe d'abord. Une fois qu'il maîtrise totalement la production, la qualité, il en devient ensuite un exportateur. Il finit par l'abandonner pour un produit à plus haute valeur ajoutée. Ceci permet à un autre pays de reprendre le même type de production et d'entamer ainsi son propre processus d'industrialisation. Le Japon serait alors le premier pays à avoir utilisé ce modèle. Il a ensuite délaissé la production de certains biens aux 4 dragons. Lorsque les 4 dragons sont passés au niveau supérieur, ils ont délaissé leur production aux tigres asiatiques dont faisait partie la Thaïlande. C'est un peu le principe des poupées gigognes. D'abord, la poupée principale qui va se développer sera le Japon. À l'intérieur, nous retrouverons les 4 dragons, puis ensuite nous retrouverons les tigres asiatiques. À chacun leur tour, ces pays deviendront des pays industrialisés. Nous disposons maintenant de la courbe représentative de l'évolution de la croissance entre 1965 et à peu près 2015. Alors, si on regarde bien, on voit que régulièrement, la croissance est au-delà des 5%. Alors, on nous demande de commenter entre 1970 et 1997. Donc, je vais m'arrêter pratiquement là où ça va chuter. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est une croissance forte, qui est durable dans le temps, qui sera toujours comprise entre 5 et 10%, avec un pic à la fin des années 1980, à environ 13%. Cette courbe peut expliquer que les investisseurs du monde entier vont porter un regard vers la Thaïlande. Pour la question suivante, on vous demande que ce soit le Japon, puis les 4 dragons ou ensuite les tigres asiatiques, quelle est leur stratégie commune de développement? Alors ça rejoint un petit peu ce que je vous expliquais avec la théorie du vol en forme d'oie sauvage. Alors en fait, ils vont se spécialiser dans la production de produits manufacturiers pour se tourner ensuite vers les exportations. Celles-ci présentent un fort avantage concurrentiel grâce à de faibles coûts de main-d'œuvre et au système de change fixe
qui empêche ces devises de s'apprécier par rapport au dollar. Je répète, il se spécialise dans la production de produits manufacturiers pour se tourner vers les exportations. Celles-ci présentent un fort avantage concurrentiel grâce à des faibles coûts de main-d'œuvre et au système de change fixe qui empêche ces devises de s'apprécier par rapport au dollar. Vous avez bien compris, les pays européens sont très intéressés par les produits venant entre autres de la Thaïlande, tout simplement parce qu'ils sont bon marché. En effet, la main-d'œuvre est bon marché. Les ouvriers thaïlandais sont généralement faiblement payés, en tout cas au départ. Ensuite, petit à petit, avec le développement économique, les salaires augmenteront progressivement. De même, au niveau des échanges internationaux, le système de change est fixe, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de variation de la valeur de la monnaie thaïlandaise par rapport au dollar, ce qui est favorable pour les échanges internationaux. Alors, nous sommes arrivés à la page 3, le financement de l'investissement en Thaïlande. J'ai en fait mis en lumière deux phases. La phase 1 de 1965 à environ 1990 ou un petit peu avant, ce que j'appelle une orientation interne. En fait, le secteur industriel va se développer, mais va surtout être tourné vers le marché intérieur plutôt que vers l'exportation. Alors forcément, pendant cette période, ce qui domine beaucoup, c'est encore une fois l'activité agricole. La Banque centrale thaïlandaise va décider pendant cette période de fixer un plafond des taux d'intérêt. La demande de crédit des particuliers va également se développer. Elle sera même supérieure à la capacité que peuvent fournir les banques. Forcément, les taux d'intérêt sont relativement faibles. Ainsi, comme les banques ont des capacités de financement relativement restreintes, elles vont sélectionner les crédits qu'elles vont accorder au secteur industriel. Donc seul le secteur industriel stratégique, les entreprises les plus performantes, pourront bénéficier de ces crédits. Alors forcément, l'exportation va quand même commencer à se développer et ce seront les entreprises les plus performantes qui pourront alors exporter. C'est un petit peu la théorie du développement en vol d'oie sauvage, où d'abord on se spécialise dans une certaine production industrielle, une fois qu'on la maîtrise, on l'exporte. C'est la réponse à la question 2. Dans la première phase, un terme très important n'est pas écrit, mais sous-entendu vis-à-vis de l'orientation du crédit, lequel? Donc la réponse, les établissements de crédit sélectionnent les projets industriels stratégiques rentables et ouverts à l'exportation. Donc souligner surtout sélectionne. Arrive ensuite une deuxième phase, la phase 2, de 1990 à 1997, année de la crise économique. Alors, là, on va avoir une orientation externe. Ça veut dire que le pays va vouloir exporter davantage. Pour être capable d'exporter davantage, il faut obtenir des financements supplémentaires. Or, comme je vous l'ai dit, les autorités monétaires n'ont pas les fonds nécessaires pour financer une production qui augmenterait. Donc, la Thaïlande va se tourner vers l'étranger et ainsi demander aux étrangers de soit réaliser des investissements directs, c'est-à-dire construire des entreprises directement en Thaïlande. Par exemple, je suis Renault, je vais construire une entreprise Renault en Thaïlande. Ou alors des investissements de portefeuille. Par exemple, je suis un Américain ou un Européen et j'ai des fonds. Je décide de les investir dans des actions de sociétés thaïlandaises. Ou alors finalement des flux monétaires de court terme, c'est-à-dire que les banques européennes ou surtout les banques américaines vont pouvoir placer des fonds dans les banques thaïlandaises, prêter des fonds et ces fonds seront ensuite prêtés aux entreprises thaïlandaises pour elles produire. Grande décision, les taux d'intérêt vont être déplafonnés. Comme ils sont déplafonnés, ils vont alors grimper et cela va attirer les investisseurs étrangers. En réponse à la question 3, nous pouvons dire qu'il est assuré par des capitaux étrangers. La Thaïlande va alors se mettre en quête de capitaux internationaux. Sachant que l'on attire un ours avec du miel, il va falloir appâter ses investisseurs. La Thaïlande était plutôt réfractaire à l'arrivée de capitaux internationaux. Pourtant, au début des années 90, elle va offrir une totale liberté des mouvements de capitaux sur son compte capital. Elle va accorder l'arrivée de capitaux internationaux. De même, elle va pratiquer pour attirer ces capitaux une suppression des taux d'intérêt. Ainsi, ces taux vont pouvoir augmenter et devenir attractifs pour les investisseurs. Afin d'assurer aux investisseurs qu'ils récupéreront exactement le montant qu'ils auront placé en Thaïlande, le BAF est fixé par rapport au dollar. Ça veut dire qu'il est ancré que lorsque le dollar augmente par exemple de 1%, le BAF augmentera également de 1%. La BAF représente la monnaie thaïlandaise. Ainsi, pour chaque unité de cette monnaie en circulation, la Banque centrale thaïlandaise
doit détenir une unité correspondante de la monnaie d'ancrage, ici le dollar. Justement pour la question 4, pourquoi l'ancrage monétaire est un gage de confiance? Alors, lorsque l'investisseur étranger voudra récupérer la somme placée dans le pays, donc la Thaïlande, il ne perdra pas de valeur lors de la conversion, notamment s'il s'agit d'un Américain. Donc ça veut dire qu'il aura placé 50 000 $. Quand il récupérera son argent, il récupérera effectivement 50 000 $. Il n'y aura pas de dépréciation à cause de la monnaie. Comme nous l'avons déjà vu précédemment, lorsque vous investissez en Thaïlande, vous avez 3 possibilités. Donc le petit A, la construction d'une usine, ça correspond à un investissement direct à l'étranger. Le petit B, acquérir des actions d'une société étrangère, c'est un investissement en portefeuille dans une société étrangère. Et le petit C, où on voit la banque de Bangkok, le placement dans une banque qui utilisera les fonds comme elle le désire selon rémunération de l'apporteur de capitaux. Au même moment, les Américains, mais aussi les Européens, souhaitent investir à l'étranger et nouer des relations commerciales avec les pays asiatiques. L'attraction qui est réalisée par les Thaïlandais grâce à des taux d'intérêt élevés va amener un afflux de capitaux étrangers vers ce pays. Toutefois, petit à petit, des ombres vont apparaître sur ce tableau idyllique. Le premier problème, celui de l'immobilier et du crédit facile. Le problème de l'immobilier et du crédit facile. Alors les banques américaines, JP Morgan, Bank of America, les fonds de pension américains ou même les traders vont vouloir faire des placements dans ce pays merveilleux qui est la Thaïlande avec des placements financiers à court terme, censés rapporter à court terme. Les produits financiers proposés par les banques thaïlandaises sont des produits qui vont être approuvés par les agences de notation et auront une bonne notation. On retrouve un petit peu le problème des subprimes de la crise 2008. Alors, les différentes banques thaïlandaises vont ensuite prêter ces fonds à des investisseurs thaïlandais, donc soit des particuliers, mais généralement sur des chefs d'entreprise qui vont vouloir investir sur du long terme pour créer une entreprise ou agrandir leur entreprise. On aura ainsi une frénésie d'investissement. Beaucoup de projets vont être proposés aux banques pour demander un financement. Alors que dans la phase numéro 1, les banques étudiaient méticuleusement les projets que les entrepreneurs lui apportaient. Ici, les banques vont être beaucoup moins regardantes car elles savent qu'elles ont beaucoup d'argent qui arrive des investisseurs étrangers. Donc, il faut le faire fructifier, il faut le placer auprès des différents entrepreneurs, le faire fructifier. Donc, elles vont être moins regardantes au niveau des projets et beaucoup de projets de mauvaise qualité vont ainsi être financés par les banques à partir de l'argent qu'elles ont reçu des investisseurs internationaux. J'insiste bien sur le fait que les banques vont prêter à des entrepreneurs thaïlandais avec des fonds venant de l'étranger sans être vraiment regardantes sur la qualité du projet, sur la rentabilité du projet. Une sûreté va ainsi être demandée aux entrepreneurs. Si les entrepreneurs ne sont alors pas capables de rembourser les prêts accordés par les banques thaïlandaises, une saisie de leurs biens immobiliers professionnels ou leurs propres biens pourra alors être réalisée pour rembourser le prêt. Beaucoup de projets vont porter d'ailleurs sur l'immobilier. Les entrepreneurs auront une frénésie de construction, de grands ensembles vont être construits, des grands complexes hôteliers, des grands bâtiments, même des terrains de golf, des piscines vont être construits, ce qui n'est pas toujours très rentable. Les agences immobilières vont se multiplier. Les prix de l'immobilier vont alors grimper, ainsi que la valeur boursière des différentes sociétés, que ce soit des sociétés qui sont spécialisées dans le bâtiment, ou des sociétés de location immobilière, ou alors des sociétés qui sont plutôt des sociétés industrielles. Ainsi, la bourse thaïlandaise va profiter de cette envolée des prix de l'immobilier pour elle aussi s'envoler. Investir en Thaïlande semble être vraiment le marché porteur de ces années 1990. De nombreux paysans vont alors venir en ville puisque l'économie est en train de changer. On passe d'une économie à domination agricole à une économie où c'est beaucoup l'industrie qui va dominer. Donc de nombreux paysans vont venir pour devenir des ouvriers dans le bâtiment. Et cela tombe bien car il faudra justement loger ces paysans qui arrivent de la campagne. Ainsi, chaque tour, chaque bâtiment qui se construisait était adossé à un prêt bancaire pour le constructeur, avec une sûreté personnelle sur sa maison par exemple, et l'acquéreur du bâtiment avait lui aussi réalisé un prêt pour acquérir le bien immobilier. On est vraiment dans une économie qui vit à crédit.
Il y a ici un problème d'aléa moral très bien décrit par l'économiste Paul Krugman, tout simplement parce que les banques avaient tendance à prêter sans regarder à la viabilité des projets, car elles savaient que quoi qu'il arrive, l'État ou éventuellement la Banque centrale thaïlandaise interviendrait pour venir les sauver en cas de difficulté ou de retournement de l'économie. C'est un peu l'exemple que je vous ai donné ce matin lors de la visioconférence. Vous achetez un vélo, vous l'assurez, vous allez faire vos courses, vous ne mettez pas de cadenas parce que vous savez que quoi qu'il arrive, si on vous le vole, il vous sera remboursé. Le risque du vol du vélo étant assuré par votre assurance, vous négligez tout à fait l'achat du cadenas, vous prenez donc des risques supplémentaires. Le fait d'avoir une sûreté au-dessus de soi fait que l'on va prendre plus de risques. C'est le problème de l'aléa moral. Et de même, si jamais l'État n'intervient pas ou la Banque centrale pour venir en aide aux banques, il pourrait aussi y avoir le FMI qui interviendrait. Donc les banques sont encouragées à prêter un maximum. Ainsi, une bulle spéculative va se créer. Ce monde quasi idéal va toutefois basculer avec la chute du taux de croissance des exportations. Celui-ci peut s'expliquer par deux bonnes raisons. La première, le Japon qui est en récession va voir sa devise perdre en valeur par rapport au dollar. Par conséquent, les exportations japonaises vont être meilleur marché que les exportations thaïlandaises. Deuxième souci, la Chine entre dans le concert des nations et commence à exporter davantage. Elle devient un concurrent très sérieux pour la Thaïlande. Vous voyez bien que sur le schéma, si les exportations baissent, la croissance va baisser en Thaïlande, les entreprises seront en difficulté, des emprunts ne seront pas remboursés, il y aura une panique bancaire et une chute de l'immobilier. Je vais maintenant répondre à la question 7. Pourquoi les exportations thaïlandaises ont-elles chuté en 1996? Alors, il y a une récession du Japon qui a fait baisser sa devise et surtout l'arrivée de la concurrence des produits chinois. Réponse à la question 8. Comment peut-on résumer les principaux maux ayant causé la crise asiatique en dehors du problème du commerce extérieur? Il y a eu un aveuglement des investisseurs, une opacité des circuits de financement, rappelez-vous, les banques accordaient des prêts un peu à la va-vite, une complaisance des agences de notation et la libéralisation financière menée à la va-vite. N'oubliez pas que la Thaïlande, sur quelques années, a rapidement ouvert son secteur capital aux investisseurs étrangers. Question 9. Qu'aurait-il été préférable au niveau des investissements des agents économiques étrangers? Il aurait été préférable qu'ils créent sur le sol thaïlandais des entreprises afin de réaliser des profits à long terme, plutôt que d'investir à court terme dans des actifs tels que des actions ou sur l'immobilier. Voici l'évolution du yen par rapport au dollar depuis 1980 jusqu'à peu près 2017. Et pour la période 95, on va dire 97 à peu près, vous voyez que le yen s'est déprécié. En 95, il fallait environ 75 yens seulement pour avoir 1 dollar. En 1997, à peu près, il en faut 125 pour avoir 1 dollar. Donc il faut beaucoup plus de yens pour avoir 1 dollar. Ce qui montre bien que le yen ayant baissé, pour les pays étrangers, notamment les Européens et les Américains, les produits japonais sont donc devenus meilleurs marchés, bien meilleurs marchés que les produits thaïlandais, puisque n'oubliez pas que le baht thaïlandais est ancré au dollar américain. Donc il ne peut pas être dévalué, sauf si le dollar américain est lui-même dévalué. En conséquence, nous y sommes, c'est la crise. Comme vous pouvez le lire, les banques thaïlandaises vont ainsi se retrouver en difficulté, les programmes immobiliers s'effondrent, certains projets industriels sont des échecs et la bulle immobilière éclate. Cette fragilité va conduire les autorités monétaires, donc la Banque centrale de Thaïlande, à fournir des liquidités aux institutions financières, aux banques. Vous voyez, l'aléa moral fonctionne, malheureusement. Ainsi, cet afflux de monnaie centrale va alimenter la croissance des agrégats monétaires. Ainsi, la Banque centrale va émettre de la monnaie et cela devrait faire baisser la valeur unitaire de la monnaie par rapport aux devises étrangères. Seulement, cela n'est pas possible puisque le BAF est ancré avec le dollar américain. Quand je dis que le BAF devrait baisser par rapport aux devises étrangères, tout simplement parce qu'il y aura beaucoup de monnaie en circulation, une nouvelle émission de la Banque centrale à destination des banques commerciales thaïlandaises. Beaucoup de monnaie en circulation signifie que la valeur unitaire va baisser. N'oubliez pas, ce qui est rare est cher, ce qui n'est pas rare n'est pas cher.
avoir de l'argent thaïlandaise n'est pas très compliqué puisque la Banque centrale en émet. Donc la valeur unitaire de sa monnaie doit baisser par rapport aux devises étrangères. Or, ce n'est pas le cas. La valeur de la monnaie ne peut pas descendre. Or, comme il y a beaucoup de monnaie en circulation, logiquement, elle devrait descendre. Cela veut dire que la monnaie thaïlandaise est surévaluée par rapport aux autres économies, notamment ses voisines, et surtout le Japon. De même, pour émettre de la monnaie, comme on sait que le BAF est ancré sur le dollar, il faut qu'elle dispose d'une réserve de dollars pour pouvoir émettre cette nouvelle monnaie. Elle dispose effectivement au départ d'une réserve de dollars, donc elle peut effectivement émettre de la monnaie. Donc dans un premier temps, la parité va être sauvée, mais le BAF est tout de même surévalué. Il faut absolument que vous reteniez ce principe. Lorsque la Banque centrale thaïlandaise va émettre de la monnaie supplémentaire pour aider les banques, logiquement, la valeur de la monnaie thaïlandaise aurait dû baisser par rapport aux autres devises, se déprécier. Or, ce n'est pas le cas. Elle va rester à la même valeur par rapport au dollar. Donc, en fait, elle va être surévaluée. Ainsi, la Banque centrale a pu continuer à émettre du BAF tant qu'elle avait des réserves de dollars, puisque le BAF était lié au dollar. Par contre, il va arriver un moment où elle n'aura plus assez de dollars pour pouvoir émettre à nouveau des BAF. Il faudra trouver une solution, et la solution sera de décrocher définitivement le BAF au dollar. Nous allons entrer dans une zone de perturbation avec un taux de change qui va devenir flottant. Cette décision sera prise par la Banque centrale de Thaïlande. Réponse à la question 9. Quel événement majeur se produit le 2 juillet 1997 ? La Banque centrale thaïlandaise décide de décrocher sa monnaie de la devise américaine et de la laisser flotter librement sur le Forex. Le Forex, c'est le marché d'échange. Nous avons ensuite un graphique, page 9, qui représente l'évolution du taux de change, donc de la parité entre le BAF thaïlandais, entre la roupie indonésienne ou le won coréen avec le dollar. Si nous voulons répondre à la question 1, qui demande de commenter l'évolution du BAF par rapport au dollar dans les 6 mois qui ont suivi le décrochage, donc quand le BAF a arrêté d'être accroché au dollar, donc juste après on peut voir que le BAF se dévalue rapidement et il perd violemment environ 50% de sa valeur, comme d'ailleurs les autres monnaies, car ces monnaies-là étaient elles aussi ancrées au dollar et ont arrêté aussi l'ancrage. Donc toutes ces monnaies ont perdu énormément de leur valeur. Comme vous avez dû l'entendre, la crise qui a d'abord commencé par la Thaïlande s'est ensuite étendue à la Malaisie, à la Corée du Sud, ce qui signifie en fait que les tigres ont d'abord été touchés, ensuite les dragons, et ensuite on a eu très peur pour le Japon et même pour l'économie mondiale. Vous voyez bien, tous les pays sont interconnectés les uns aux autres, et quand un pays est touché, généralement, avec la mondialisation, beaucoup de pays par ricochet vont également être touchés. Je dirais ensuite qu'il y a 2 réponses à la question que vous avez à la page 9, donc la question 2, à savoir pourquoi les voisins de la Thaïlande ont aussi été touchés. Alors tout simplement parce que la Thaïlande va dévaluer sa monnaie, enfin ne va pas la dévaluer, en fait elle va arrêter l'ancrage avec le dollar, et par répercussion, sa monnaie va se dévaluer toute seule, puisque les changes vont devenir flottants, sa monnaie va se dévaluer. De toute façon, elle était trop appréciée, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc du coup, comme il y a beaucoup de commerce entre la Thaïlande et ses voisins entre eux aussi, les produits thaïlandais vont devenir bon marché. Donc par conséquent, ces voisins, s'ils ne veulent pas être envahis des produits thaïlandais au détriment de leurs propres produits, à leur tour, leur monnaie va se dévaluer. Comme les monnaies, comme par exemple le won va devenir flottant également, sa monnaie va se dévaluer également. Autre raison, c'est relié en fait à cette première raison tout de même, c'est en fait aussi que les pays commercent aussi avec le reste du monde, avec l'Amérique, avec l'Europe. Donc du coup c'est pareil, les produits thaïlandais sont devenus meilleurs marchés. Si les concurrents, enfin si les voisins veulent être compétitifs, il faut qu'à leur tour leur monnaie baisse également. Alors réponse à la question 3 de la page 10, les déficits financiers externes de la Thaïlande sont la conséquence du secteur privé. Pourquoi ? Qu'a-t-il cherché à faire dans le début des années 1990 ?
Alors, première chose qu'il faut remarquer, indiqué à la page 9, c'est que l'État thaïlandais, son budget était équilibré. Il y avait même des surplus. Donc, l'État thaïlandais n'était pas endetté. En revanche, le secteur privé était beaucoup endetté, ce qu'on a déjà expliqué précédemment. Les entreprises, même celles qui n'étaient pas très rentables, allaient solliciter les banques afin d'avoir des emprunts pour pouvoir investir, pouvoir construire dans l'immobilier par exemple, ou dans des terrains de golf, un peu dans tout et parfois n'importe quoi, ce qui a créé la bulle spéculative que l'on connaît. Donc le secteur privé s'est énormément endetté dans des projets qui étaient souvent peu rentables. Donc en réponse à la question, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous pouvons dire qu'il y a une allocation de l'épargne et du crédit à des secteurs spéculatifs tels que la construction immobilière ou des terrains de golf. Donc je répète, il y a eu une allocation de l'épargne et du crédit à des secteurs spéculatifs tels que la construction immobilière ou des terrains de golf. Ensuite, l'allocation des ressources ne se faisait pas sur la base de critères de rentabilité objectifs. Donc ensuite, l'allocation des ressources ne se faisait pas sur la base de critères de rentabilité objectifs, mais plutôt en fonction d'objectifs de croissance propres au groupe et mal calculés. Donc, mais plutôt en fonction d'objectifs de croissance propres au groupe et mal calculés. Ces projets ont été réalisés avec des financements étrangers de court terme. Soulignez bien le mot court terme. Donc ces projets ont été réalisés avec des financements étrangers à court terme, alors que n'oubliez pas, les investissements qui étaient réalisés étaient plutôt pour avoir des profits de long terme. Question 4. Comment cela était-il permis? Il y a en fait 3 motifs. Le premier, des capitaux étrangers importants qui recherchent des placements. Le second, une libéralisation du compte de capital de la Thaïlande. Et le troisième, une régulation bancaire très laxiste qui finançait un petit peu tout et n'importe quoi. Nous sommes vraiment dans une situation très tendue pour la Thaïlande. Les investisseurs ne désirent surtout plus financer ce pays où il y a une crise économique. Ce qui va se passer également, c'est que les Thaïlandais ont beaucoup emprunté à leurs banques. Donc ces emprunts ont été réalisés en dollars. Il faut les rembourser. Or, la monnaie locale, le baht, s'est beaucoup dépréciée. Ainsi, lorsque les emprunteurs thaïlandais, lorsque les Thaïlandais ont voulu rembourser leurs prêts, il fallait avoir des dollars, rembourser en dollars. Et ça revenait très cher d'avoir des dollars puisque le BAF s'était fortement dévalué à environ 50%. Donc il fallait le double de BAF pour acquérir les devises internationales que sont les dollars pour rembourser. Donc cela a encore accentué les difficultés économiques de ce pays. Réponse à la question 5. Pourquoi était-ce un problème de rembourser en dollars? Le dollar s'est apprécié en quelques jours par rapport à la monnaie locale, le BAF, ou alors le BAF s'est déprécié par rapport au dollar. Et donc, c'est comme si les sommes à rembourser avaient doublé. Question 6. D'après le document de la page suivante, résumez les différentes étapes de la crise. Première étape, on va avoir une crise du système de change. On va arrêter l'ancrage entre le dollar et puis la BAF thaïlandaise. Et la devise thaïlandaise va alors s'effondrer sur le marché des changes. Ensuite, les sociétés immobilières vont faire faillite ou vont avoir de grosses difficultés et les cours en bourse vont s'effondrer. C'est une crise boursière. Ensuite, les entreprises vont elles-mêmes se retrouver en difficulté, en cessation de paiement. Elles ne pourront plus rembourser les banques qui, à leur tour, se trouveront en crise bancaire. Et ensuite, nous aurons donc une crise sociale et une crise économique. En effet, au niveau social, il va y avoir une forte augmentation du chômage, de la pauvreté. Il va y avoir des pillages en Thaïlande parce qu'il va manquer de certains produits. Voilà, comme vous pouvez le lire, le secteur bancaire thaïlandais est en chute libre. Les crises financières et monétaires se propagent à l'économie globale. Les banques ayant coupé le robinet à crédit, les entreprises sont dans l'incapacité de relancer l'activité. La production industrielle ralentit, tandis que la demande mondiale est freinée en raison des craintes liées à cette zone.
Vous voyez, c'est toute la zone Asie du Sud-Est qui est touchée. Pour sortir de cette crise, le FMI va alors intervenir. Le FMI, je vous rappelle, c'est le Fonds monétaire international. Cette institution a été créée suite aux accords de Bretton Woods en 1945. Le rôle de cette institution est de veiller à la stabilité et de prévenir les crises du système monétaire international du SMI. Ici, on a effectivement un problème dû au change entre les monnaies, un problème de change. Cet organisme doit aussi promouvoir la croissance économique durable, accroître les niveaux de vie et réduire la pauvreté. Ça, c'est un petit peu un rôle secondaire. À la base, il a été créé pour résoudre les problèmes du système de change. Le FMI va venir en aide principalement à 3 pays, l'Indonésie, la Corée et donc la Thaïlande. Notez quand même une contradiction. À la base, le FMI demandait l'ouverture des marchés aux capitaux étrangers. Cette action a été réalisée par les pays d'Asie du Sud-Est et le résultat, c'est qu'une crise économique s'est produite. Alors, il y a aussi une raison, simplement que cet investissement a été fait un petit peu n'importe comment, comme on l'a vu précédemment. Dans les années 80, John Williamson va définir cette action du FMI. Il va ainsi caractériser cette demande d'ouverture du compte capital des pays que le FMI éventuellement pourrait venir en aide. Il faut à la base qu'ils répondent à certains critères. Ces critères, il les définira dans ce qu'on appelle le consensus de Washington. Alors pourquoi Washington? Parce qu'à Washington se trouve le siège social du FMI, de la Banque mondiale, du Trésor américain. Donc en fait, c'est un accord tacite entre ces grands organismes pour qu'un peu partout dans le monde, on respecte certains grands principes économiques qui sont surtout d'inspiration libérale. Et parmi ces théories, ces idées, vous allez retrouver par exemple élimination des barrières à l'investissement direct à l'étranger. Vous voyez, adaptation d'un taux de change unique et compétitif, stabilité monétaire, donc des grands principes libéraux. Et comme la crise des pays du sud-est asiatique provoque une instabilité monétaire, le FMI décide alors d'intervenir et d'aider ces pays. Il va ainsi débloquer quelques 35 milliards de dollars pour venir en aide aux 3 pays les plus touchés, à savoir l'Indonésie, la Corée et la Thaïlande. Ensuite, il va proposer aussi des mesures macroéconomiques, à savoir en premier lieu un resserrement du crédit. Arrêter d'accorder comme ça des crédits à des entreprises qui ne sont pas viables. Pour ce faire, les taux d'intérêt vont alors être augmentés pour éviter justement que des projets non viables puissent bénéficier d'emprunts. Donc du coup, comme les taux ont augmenté, seuls des projets vraiment intéressants pourront être financés. En plus, en augmentant ainsi les taux d'intérêt, cela va limiter l'émission de monnaie et ainsi éviter l'inflation. Comme il y aura moins de monnaie en circulation, ce qui est rare est cher, donc la valeur du BAF, la valeur de la monnaie locale thaïlandaise, va ainsi pouvoir remonter par rapport au dollar. La crise va ainsi se calmer. Ensuite, quand l'économie tournera à nouveau à plein régime, on pourra commencer à baisser légèrement les taux d'intérêt qui ont été remontés. Le FMI va également demander à la Banque centrale thaïlandaise de mieux surveiller les banques commerciales, mais également d'améliorer la réglementation bancaire pour éviter que ce genre de problème ne survienne à nouveau dans le futur. La Banque mondiale, à son tour, apportera son aide à la Thaïlande afin de réduire l'impact social de cette crise économique. Nous avons ici encore un nouveau cas d'aléa moral. Tout à l'heure, nous avions parlé du problème d'aléa moral vis-à-vis de la banque centrale thaïlandaise qui venait en aide aux banques commerciales. Ici, c'est un peu le même problème. La Thaïlande connaît de grosses difficultés au niveau de sa stabilité financière et le FMI intervient pour sauver le pays. C'est une nouvelle fois un aléa moral puisque cela envoie le message suivant. Vous, banque thaïlandaise, si vous faites des bêtises et que la banque centrale thaïlandaise n'est pas capable de vous venir en aide, quoi qu'il arrive, on ne vous laissera pas tomber, le FMI arrivera. Cela peut éventuellement inciter à prendre des risques démesurés. C'est encore une fois un exemple d'aléa moral. Finalement, quand tout va bien, les banques s'en mettent plein la poche, et quand tout va mal, on appelle le FMI qui vient payer l'addition.
Répondons maintenant à la question 7. Que reproche-t-on exactement au FMI dans l'élaboration du consensus de Washington? On reproche en fait au consensus de Washington d'être un processus d'inspiration libérale qui passe par une ouverture à la fois financière et économique et un désengagement de l'État. Ce qu'on lui reproche, c'est d'être vraiment trop libéral. Réponse à la question 8. Quels sont les 3 mots d'ordre du consensus de Washington? Alors on aura libéraliser l'économie, la déréglementer et la privatiser. Cela veut dire en fait un gros recul de l'intervention de l'État dans l'économie. Question 9. Peut-on affirmer pour les problèmes qu'a rencontrés la Thaïlande que cela corresponde vraiment aux reproches sur l'action du FMI à cette époque? Alors non, je l'ai déjà dit, car justement, ce pays a libéralisé, a laissé son secteur privé agir et avait peu de réglementation bancaire. Donc logiquement, on était vraiment dans les clous du consensus de Washington. Et ici, ça n'a pas fonctionné. Suite à cette crise, le FMI a revu sa copie et un nouveau consensus a été élaboré. Ce n'est plus le consensus de Washington, mais le consensus de Monterrey. Ce consensus est moins orienté vers la finance. En quelques mots, ce consensus de Monterrey qui a eu lieu donc à la ville de Monterrey au Mexique en 2002 prévoit un catalogue de mesures à adopter au plan national et international afin d'offrir des conditions de vie plus humaines et plus acceptables aux populations des pays pauvres accablés de plusieurs difficultés. Pour faire simple, le consensus de Monterrey propose en fait que le FMI, lorsqu'il intervient dans un pays, ne vienne pas avec ses gros sabots en imposant une politique d'inspiration libérale. Allez, vous m'ouvrez le secteur de capital, vous déréglementez, vous libéralisez. Non, là, on demande au FMI d'être beaucoup plus souple, d'adopter une politique différente pour chaque pays, d'étudier vraiment l'économie du pays pour s'y adapter et de faire des propositions qui ne sont pas forcément d'inspiration purement libérale pour aider le pays. Donc c'est un consensus qui est quand même beaucoup plus souple, beaucoup plus social et je dirais moins porté vers la finance. Ce consensus a notamment été porté par un prix Nobel qui s'appelle Joseph Stiglitz. Je vous propose une synthèse rapide de ce chapitre. Donc au départ, on a un pays qui va ouvrir son secteur capital aux capitaux étrangers. Les pays étrangers, notamment les Américains, étant enthousiastes puisqu'ils ont des capitaux à placer. Mais ces pays ont des capitaux à placer sur du court terme. Ils veulent une rentabilité rapide. Les capitaux qui vont ainsi arriver en Thaïlande vont être proposés à des entrepreneurs qui ont des projets qui sont souvent peu viables, notamment dans l'immobilier. Les exportations thaïlandaises vont ensuite être en net recul, ce qui va provoquer des difficultés au niveau des entreprises thaïlandaises. Cela va se répercuter au niveau du taux de change qui est à la base fixé par rapport au dollar. La Banque centrale thaïlandaise va d'abord défendre la parité fixe qui est entre le dollar et le BAF thaïlandais. Comme le pays rencontre de grosses difficultés économiques, avec des premières faillites d'entreprises, des emprunts bancaires qui ne sont pas remboursés, le BAF thaïlandais va ainsi être surévalué par rapport à la valeur de la monnaie de ses partenaires commerciaux, comme par exemple la Corée, Singapour, l'Indonésie ou même le Japon, sans compter l'arrivée d'un nouveau concurrent sur le marché, c'est-à-dire la Chine, qui a des coûts de production inférieurs aux pays d'Asie du Sud-Est et qui lui permettent d'exporter de plus en plus et de venir concurrencer les pays d'Asie du Sud-Est. La Thaïlande rencontre alors d'énormes difficultés et la Banque centrale thaïlandaise ne peut plus défendre la parité fixe. Elle doit alors se résoudre à abandonner la parité fixe avec le dollar américain. Dès que cette parité est abandonnée, le BAF thaïlandais va s'effondrer sur les marchés, il perdra plus de 50% de sa valeur, ce qui va engendrer une crise économique encore plus grande. En effet, les entreprises doivent rembourser des emprunts qui généralement ont été contractés en dollars. Or, la BAF étant dévaluée, il faut beaucoup plus de BAF pour rembourser les emprunts qui ont été contractés. Ainsi, l'économie se porte très mal, le chômage se développe, il y a beaucoup de pauvreté et le FMI doit alors intervenir pour venir aider ce pays et notamment la stabilité financière de la zone des pays du sud-est asiatique.